surface centrale est prolongée vers le haut par deux pédoncules, soutenant deux formes rondes, et vers le bas par des appendices en croissant. À la jonction entre cette surface centrale et les appendices traités en aplat, une zone triangulaire plus diffuse. La même image se répète 5 fois avec quelques variantes. Le panneau se compose d'une feuille de papier rectangulaire d'1,55 m de large sur 2,81 m de long, elle-même collée sur une toile tendue par un châssis. La peinture ne montre que 2 tons, un bleu d'outre-mer dense et un blanc nacré, par endroits bleuté. Intitulé Anthropométrie de l'époque bleue, inventorié sous le numéro 82 dans la liste des œuvres similaires du peintre, le tableau, qui date de 1960, a été acheté en 1984 par le Musée national d'art moderne. Couleur bleue, époque bleue, anthropométrie, énigme des formes, énigme des mots, énigme de la couleur unique. Comment lire un tel tableau ? Vers 1954, le jeune Klein avait montré à ses amis un petit livre, Yves Peinture, recueil de 10 planches monochromes, précédé d'une préface muette de son ami Claude Pascal. En fait, les premiers vrais monochromes ne datent que de 1955. Klein propose alors au salon Réalité Nouvelle, salon qui défend surtout la peinture abstraite, un tableau intitulé Expression de l'univers de la couleur mine orange. Le tableau est refusé. On conseille à Klein d'ajouter un point ou une ligne d'une autre couleur pour en faire un véritable tableau abstrait. Ce qui me plaisait par-dessus tout, c'était les pigments purs en poudre, tels que je les voyais souvent chez les marchands de couleurs en gros. Ils avaient un éclat et une vie propre et autonome extraordinaire. C'était la couleur en soi véritablement. La matière colorée vivante et tangible. Ce qui me désolait, c'était de voir que cette poudre incandescente, une fois mélangée à une colle ou à un médium quelconque, destiné à la fixer au support, perdait toute sa valeur, se ternissait et baissait de ton. Klein trouve la solution grâce à l'appui du marchand de couleurs Édouard Adam en inventant le bleu Klein. Un bleu d'outre-mer très saturé, stabilisé par mélange avec un médium incolore, un acétate de polyvinyle et de l'alcool éthylique. Klein fait breveter sa formule sous le titre d'International Klein Blue ou IKB. Il compose ses monochromes le plus souvent au rouleau, de façon à obtenir la surface la plus unie et la plus impersonnelle possible. L'œil du spectateur a d'autant plus de difficulté à percevoir l'espace figuré qu'il n'a aucun point particulier à fixer. L'extrême saturation de la couleur induit une sensation nouvelle, hypnotique. La proclamation de l'époque bleue par Pierre Restani à la Galerie Apollinaire de Milan a un grand retentissement. Klein y expose 11 monochromes identiques, mais qu'il vend à des prix différents. En mai 1957, l'époque bleue est présentée à Paris simultanément à la Galerie Iris Clair et chez Colette Alindi. Invitation au timbre bleu, ballon bleu, monochrome dans la première galerie, pigments purs et objets dans la seconde. Dans le jardin, fixé sur une peinture bleue, 16 feux de Bengale. « 1958. Klein, dont les expositions se sont multipliées en Europe, est choisi pour la décoration du théâtre musical de Gelsenkirchen en Allemagne. Il y applique sur une vaste surface bleue le principe des reliefs éponges. Un jour, je me suis aperçu de la beauté du bleu dans l'éponge. Cet instrument de travail est devenu matière première d'un seul coup pour moi. C'est cette extraordinaire faculté de l'éponge de s'imprégner de quoi que ce soit de fluidique qui m'a séduit. Grâce aux éponges, matière sauvage vivante, j'allais pouvoir faire les portraits des lecteurs de mes monochromes, qui, après avoir voyagé dans le bleu de mes tableaux, en reviennent totalement imprégnés en sensibilité comme les éponges. L'idée d'imprégnation revient souvent dans les propos de Klein. Le bleu imprègne les éponges, imprègne le spectateur, imprègne les tableaux les plus divers.
Ce jour-là, alors que j'étais étendu sur la plage de Nice, je me mis à éprouver de la haine pour les oiseaux qui volaient de ci, de là dans mon beau ciel bleu sans nuages, parce qu'ils essayaient de faire des trous dans la plus belle et la plus grande de mes œuvres. La couleur élue par Klein est celle du ciel et de la mer. Elle est depuis toujours liée à l'idée de lointain, d'élévation, de rêve, de sagesse, d'infini, d'éternité. C'est la couleur du manteau du dieu scandinave Odin, celle du manteau de la Vierge Marie dans la peinture classique. Le bleu est la couleur du paradis. Dans la mythologie de l'Inde, Vishnu devient bleu lorsqu'il apparaît sous son avatar Krishna. En héraldique, le bleu se dit azur. C'est la couleur des rois de France, du manteau du sacre. Par opposition au rouge, couleur chaude qui semble faire saillie, le bleu est une couleur froide qui semble fuyante, lointaine. Le pigment le plus recherché a toujours été le bleu d'outre-mer. C'est ce pigment brillant et saturé qu'Yves Klein avait choisi après tant d'autres peintres. De Giotto, reconnu par lui comme un précurseur, à Matisse, dont les papiers découpés datent de quelques années à peine avant les expériences de Klein. L'idée de bleu pur entrait en résonance avec bien d'autres thèmes actuels. Au moment où Klein montre ses premiers monochromes, le jazz fait un retour au blues. C'est aussi le temps de la conquête de l'espace. Les premiers cosmonautes décrivent la Terre comme une planète bleue, une révélation qui frappe Yves Klein. 1958, Klein s'installe dans un appartement 14 rue Campagne 1er. Il y habitera avec sa compagne Rotraute Hücker, jeune artiste allemande, durant les 4 années qui lui restent à vivre. C'est là, dans le salon, qu'il compose la plupart de ses monochromes et de nombreuses anthropométries, toutes fenêtres et portes calfeutrées pour ne pas gêner les voisins avec les odeurs de solvant. En juin 1958, au cours d'une soirée chez un ami, un modèle nu enduit de peinture bleue avait maculé une grande feuille de papier blanc en rampant dessus et créé ainsi un monochrome d'un genre nouveau. 18 mois plus tard, Yves Klein convoque rue Campagne 1er son ami Restani et le directeur du musée de Leverkusen, Udo Kultermann. Sur un signe de Klein, Jacqueline se déshabille. Rotraute lui enduit le buste du haut des seins jusqu'au genou d'une émulsion de pigments bleus. Suivant les ordres du peintre monochrome, elle s'étend par terre, apposant l'empreinte de son buste sur la feuille de papier qui a été disposée à cet effet. Après avoir reçu une nouvelle couche de peinture fraîche, elle rééditera l'opération, debout cette fois, en appliquant 5 fois de suite son corps sur une longue feuille fixée au mur à sa hauteur. Les traces ainsi apposées sur le papier figurent la partie centrale du corps, seins, buste et cuisses, à la manière des signes anthropomorphiques. Je ne peux m'empêcher de m'écrier « Ce sont les anthropométries de l'époque bleue ». Yves, qui n'attendait que cela, se lève d'un bond et exulte. Il a son titre « Les anthropométries ». Quelques semaines après cette première séance, le 9 mars 1960, une centaine de personnes sont invitées à la Galerie d'Art International rue Saint-Honoré. Une estrade, des musiciens, au sol et au mur, de grandes feuilles de papier blanc. 3 modèles nus portant des seaux de peinture bleue, Klein en smoking noir, il fait un signe. L'orchestre attaque la symphonie monotone, 20 minutes de son continu suivi de 20 minutes de silence. Des photographes sont là, une caméra aussi. Après la séance, s'ouvre un débat. Pierre Restani. L'empreinte est le plus vieux de tous les rites. Georges Mathieu. D'accord pour le rite, mais où est le mythe? Yves Klein. Le mythe est dans l'art. Georges Mathieu. Pour vous, qu'est-ce que l'art? Yves Klein. L'art, c'est la santé.
Au cours de cette même année 1960, Klein réalise chez lui d'autres anthropométries et intègre parfois du rose, du noir et même de l'or. Ou bien il produit l'empreinte des seins et de l'intérieur des cuisses en demandant au modèle de chevaucher une surface cylindrique. Klein appelle ces modèles des pinceaux vivants et il fait, là encore, breveter le procédé. En 1961, Klein compose ses premières peintures de feu au centre d'essai du Gaz de France, à la Plaine Saint-Denis. À l'aide de grands brûleurs, il provoque des combustions superficielles de carton et dessine ainsi des formes. Et il réalise encore d'autres sortes d'anthropométrie. Le contour mouillé d'un modèle imprègne une zone du panneau que les flammes attaquent moins vite. Le corps s'inscrit en négatif entre les traces de combustion. Klein travaille aussi à l'aérographe. Il vaporise la peinture autour des corps des modèles plaqués sur le support. Le directeur du centre d'essai fait arrêter la séance en raison de la présence de femmes nues. Entre 1960 et 1962, Klein réalisera de nombreuses anthropométries sur papier et des suaires sur toile. Le catalogue général en rassemble 176. La première expérience avec un modèle nu avait donc consisté à enduire de bleu entièrement une feuille de papier. C'est à peine si aujourd'hui, dans la surface monochrome, l'œil peut encore saisir les traces de l'évolution du corps du modèle. Plus tard, les séances seront plus maîtrisées et diversifiées. Cette diversité permet d'établir toute une typologie de l'anthropométrie. Dans certains cas, les traces nombreuses sont dispersées ou se recouvrent, les surfaces rappellent certains tableaux abstraits. Au cours de la grande séance de mars 1960, l'une des jeunes femmes avait traîné un autre modèle sur le sol. Ces traînages, selon le mot de Klein, donnent naissance à des formes étirées en arc de cercle et à de grandes variations de la densité de couleurs. Parfois, le corps, à peine suggéré, est révélé par des détails, mains et doigts, bouche. L'empreinte la plus fréquente est la surface pédonculée. Autre forme, l'empreinte des cuisses et des fesses du modèle, groupe de taches symétriques en miroir. Ou bien l'empreinte, cette fois, évoque bien un corps humain et rejoint un certain réalisme. En 1960, Pierre Restany découvre des points communs chez un groupe d'artistes dont les démarches, dit-il, sont de nouvelles approches perceptives du réel, et lance le terme « nouveau réalisme ». Plusieurs anthropométries associent le contour à l'aérographe, plus figuratif, et la trace du corps enduit. D'autres sont combinées à des interventions de flammes qui altèrent sensiblement la lecture de l'image ou son unité. Quelques œuvres rassemblent toutes ces techniques et intègrent aussi des textes. Ainsi, l'architecture de l'air est un véritable programme utopique. Klein travaille à l'époque avec l'architecte Claude Parent. Il rêve d'une architecture dont les toits et les murs seraient remplacés par des jets d'air. Il imagine des cités idéales sur une planète au climat modifié et des corps libérés de la pesanteur. La lévitation, le vol, obsède Klein. En novembre 1960, à l'occasion du festival d'art d'avant-garde, il met en vente dans les kiosques parisiens Dimanche, le journal d'un seul jour. C'est un vrai journal dans lequel Klein expose ses idées et fait l'apologie du vide. Un montage photographique montre le peintre en plein vol. Les anthropométries offrent donc une gamme de compositions aux tendances contradictoires. Certaines sont dépouillées, d'autres chargées. Certaines sont de pures abstractions, d'autres semblent figuratives. Certaines sont de simples jeux de formes, d'autres paraissent narratives.
Certaines sont épurées jusqu'au cygne, d'autres à la limite de l'obscène. Certaines sont chargées de pathos, d'autres sont pleines d'humour. Klein utilisait des modèles bien en chair. Certaines parties du corps se plaquent contre le support, d'autres ne font que l'effleurer. Les seins et l'arrondi des cuisses agissent comme des tampons pleins et solides, fortement pressés sur le support. Les formes du thorax et de l'abdomen sont moins appuyées, plus découpées. Courbes et creux sont modulés par les hanches, par le nombril. Enfin, la toison pubienne dessine une zone plus diffuse, plus légère. Les traces des doigts ou des éponges que les jeunes femmes font lorsqu'elles s'enduisent restent souvent visibles sur les empreintes. Dans la plupart des compositions, Klein a conservé telles quelles les traces des corps plaqués contre le papier ou en mouvement, laissant jouer la part d'aléatoire de chaque séance. L'anthropométrie numéro 82 est particulière. Des figures identiques aux 5 autres apparaissent en légère transparence sous la peinture blanche. Ce fond blanc a en effet été peint après les silhouettes bleues. Il vient par endroits en marquer les limites et même les redessiner. En augmentant le contraste de l'image, il est possible de faire apparaître ces traces bleues dissimulées sous la peinture blanche. Klein a donc fait évoluer son modèle sur le papier. D'une peinture peut-être trop chargée, il a sélectionné, en les détourant, les 5 figures répétitives qui créent ces formes décalées. Klein a procédé ainsi avec quelques autres anthropométries. L'une d'entre elles rappelle la première composition historique. Elle montre 5 silhouettes bien alignées. Cette disposition répétitive sur une ligne horizontale est assez monotone. Klein passe à une ligne ondulée. Les 5 formes successives sont comme des notes de musique sur une portée et créent une sorte de mélodie visuelle. Ou encore, elles se déploient selon un rythme qui évoque la danse. À 19 ans, Klein découvre la doctrine rosicrucienne, ancêtre de la franc-maçonnerie, née vers le début du XVIIe siècle. Klein lit et relit le gros livre de Max Hendel, La cosmogonie des Rose-Croix, et il en tire toutes sortes de notions. Le bleu associé au vide, la suprématie de la couleur pure, l'art de l'immatériel, la lévitation, le voyage dans l'espace, la transformation du climat. En 1952, Yves Klein, âgé de 24 ans, était parti pour le Japon. Au prix d'un acharnement de 2 ans, il était devenu ceinture noire 4e dan de judo. C'est sans doute cette pratique des arts martiaux et sa familiarité avec le bouddhisme zen qui ont inspiré à Klein ses variations autour du thème du vide. 1958, exposition du vide à la galerie Iris Clair. Yves Klein a vidé la galerie et l'a repeinte en blanc. Les visiteurs y entrent par petits groupes et s'imprègnent de sensibilité immatérielle. Klein veut créer un centre international de sensibilité. Il vend des zones de sensibilité picturale immatérielle, dessine les certificats et le chéquier. L'or de l'échange est jeté à la Seine. Klein avait une dévotion pour sainte Rita, la sainte des causes désespérées, très populaire à Nice. Il fit 3 fois le pèlerinage au monastère de Cachia, en Ombrie, et y déposa un ex-voto de sa fabrication. Klein adhère aussi à une confrérie chrétienne, l'Ordre des Archers de Saint-Sébastien. Et en 1962, quelques mois avant sa mort, il se marie avec Rotraud Hucker à l'église, entouré de ses compagnons. Les pratiques religieuses, occultistes ou spiritualistes de Klein rappellent les démarches de Malevich, de Kandinsky ou de Mondrian,
qui à certains moments de leur carrière se sont tournés vers des formes de religion ou de mystique. D'ailleurs, Klein pouvait voir en Malevich un prédécesseur qui, à plusieurs reprises, s'était approché de l'idée du monochrome. Parmi les premières manifestations artistiques humaines figurent les mains positives ou négatives des grottes préhistoriques. C'est emprunté pour l'aborigène australien une façon d'entrer en contact avec la matière, de communiquer avec les ancêtres, de laisser une trace de son être. L'empreinte dans notre culture moderne est liée à l'identité. Elle est une signature, celle du crime comme celle de l'œuvre d'art. Tampons, frottis, pochoirs, formes moulées en creux ou en plein sont parmi les jeux artistiques les plus populaires. Matériaux d'accès facile, gestes simples, multiplicité des supports. Et pourtant, faire une empreinte est un acte qui nargue la logique. Envers ou endroit, gauche ou droite, haut ou bas, vide ou plein, présence ou absence, autant de questions qui jaillissent dans cette mise à l'épreuve des formes. Vers le XIVe siècle apparaît une pièce de toile présentée comme le linceul qui aurait entouré le cadavre du Christ au tombeau. Le Saint-Suaire est conservé à Turin. Selon la légende, lors de la montée au calvaire, une femme essuie le visage du Christ. La trace reste sur le linge. Une relique, parmi d'autres, est conservée au Vatican. La femme sera nommée a posteriori Véronique, mélange de latin et de grec, vera icona, la vraie image. L'image ainsi fixée est devenue un modèle de Christ pour les peintres de génération en génération. L'empreinte hante Klein dès son adolescence. Ainsi, il a l'idée de décorer une de ses chemises. Sans doute à l'aide de pochoirs, il dessine en couleur des pieds, des mains, des points d'interrogation. Tous les gestes de Klein se feront en présence de photographes ou de cinéastes. La photographie est aussi une empreinte. Comme d'autres formes dérivées de la photographie, clichés au rayon X, surimpression composée par des artistes sans intervention de l'objectif, comme les photogrammes de Molinach ou les rayographes de Man Ray. Robert Rauschenberg, quelques années avant Klein, a l'idée de coucher une femme sur un papier photosensible pour plan d'architecte et aboutit à une silhouette claire sur fond bleu. Dans la série de ses cosmogonies, Klein enregistre des phénomènes naturels simples et aléatoires. Mouvements de brins d'herbe, gouttes de pluie, tourbillons. Tout peut faire trace. Un archéologue italien fouillant Pompéi au XIXe siècle a l'idée de remplir de plâtre les creux laissés dans la cendre volcanique par la décomposition des corps. Les habitants de la ville ensevelie réapparaissent en volume plein. Klein moule ses amis en plâtre et compose ainsi une galerie d'effigies bleues sur fond d'or, destinée à leur conférer une sorte d'immortalité pharaonique. Klein avait été frappé par certaines photographies d'Hiroshima. L'éclair lumineux de l'explosion avait incrusté sur la pierre ou le bitume l'ombre des objets ou des êtres humains disparus. Klein intitule une de ses anthropométries Hiroshima. Toutes ces images de corps peuvent être vues aussi désormais comme les traces, les auras d'êtres disparus ou en voie de disparition. Trace mortuaire d'un corps qui fut vivant, l'anthropométrie, malgré la simplicité de son principe, fonctionne comme une sorte de générateur d'images. Ainsi, les traces des deux seins évoquent deux têtes rattachées par deux coups à une sorte de tronc. Les cuisses sont devenues jambes sans pieds.
Le pubis est une sorte d'articulation cotonneuse entre les jambes et le tronc. C'est comme si les membres se remplaçaient les uns les autres par glissement. Les suaires, par une sorte de déplacement iconoclaste et provocateur du voile de Véronique, dessinent un autre portrait, le visage du bas, le sourire vertical. De même, l'anthropométrie invente d'autres corps à partir d'un corps pinceau. Dans leur diversité, les anthropométries parcourent l'histoire des formes, évoquant ces innombrables femmes sans visage. Figurines féminines préhistoriques, idoles des Cyclades, Vénus aux têtes et bras cassés, torse drapé. Ici, c'est le vent qui prend l'empreinte du corps à l'aide de voiles légers. Elles entrent aussi dans le légendaire des images. Monstres sans tête ou à plusieurs têtes, sirènes, fossiles, animaux aquatiques ambigus, de la grenouille au requin-marteau. Le corps composé d'autres corps est un des grands thèmes de ce folklore ancien des images, comme le tronc transformé en visage. On l'identifie parfois à la déesse Bobo, celle qui, par dérision, exhibe son sexe. Le thème sacré, repris à diverses époques sous des formes profanes, ressurgit au XXe siècle chez Magritte, comme chez Picasso, dans les maquillages du striptease, comme dans les manifestations cocasses ou obscènes du carnaval. Enfin, la multiplication des anthropométries et des suaires est aussi pour Klein à la fois une sorte de retour à la représentation et une façon de raconter l'histoire de l'art, l'histoire du nu. Velázquez, Rubens, Ingres, Courbet, Matisse. À la différence de ses prédécesseurs, Klein fait sortir le modèle de l'atelier et l'expose en public. Ce n'est plus la main de l'artiste qui produit la forme, mais la forme elle-même qui est révélée par le pigment pur et par l'empreinte. Et l'artiste signe lui-même ses dizaines de corps de femmes par une empreinte, une seule, la sienne propre, faite à l'écart du public, et destinée, sous ce titre énigmatique de l'exilé d'Ischia, à laisser aussi la trace discrète d'un être humain, voué comme tout être, à l'évaporation définitive de son enveloppe charnelle. Mais en train de créer quelque chose seul pour eux, le principal, c'est de savoir, en somme, que la vérité n'existe pas. Seule l'honnêteté existe.